Chapitre 1er. Vienne en 1809. Le mardi 16 mai 1809, dans la matinée, une berline entourée de cavaliers sortit de Schönbrunn pour longer à petit train la rive droite du Danube. C'était une voiture ordinaire, de couleur olive, sans écusson. À son passage, des paysans autrichiens ôtaient leurs chapeaux noirs à large bord, par prudence, mais sans respect, car ils connaissaient les officiers qui trottaient sur leurs chevaux arabes à crinière longue, une peau de panthère sous les fesses, avec des uniformes à la hongroise, blancs, écarlates, chargés d'or, une plume de héron au shako. Ces jeunes messieurs accompagnaient partout Berthier, le major général de l'armée d'occupation. Par la vitre abaissée, une main s'agita au bout d'une manche. Aussitôt, le grand écuyer Caulaincourt, qui maintenait son cheval contre la portière, serra sa monture des genoux, enleva son bicorne et ses gants avec des gestes d'acrobate, puis il détacha d'un bouton de sa veste une carte pliée des environs de Vienne qu'il tendit en saluant. La voiture s'arrêta peu après devant le fleuve jaune et rapide. Un mameluc, en turban, sauta du siège des laquais, déplia le marchepied, ouvrit la porte et exagéra des courbettes. L'empereur descendit de la voiture en mettant son chapeau de castor aux poils roussis par les repassages. Il avait jeté comme une cape sur son habit de grenadier sa redingote en drap gris de louvier. Sa culotte était tachée d'encre parce qu'il avait la manie d'y essuyer ses plumes. Avant la parade quotidienne, il avait dû signer une brassée de décrets, puisqu'il voulait tout décider, depuis la distribution de godillots neufs à la garde jusqu'à l'approvisionnement des fontaines parisiennes, 1000 détails qui souvent ne relevaient pas de cette guerre qu'il conduisait en Autriche. Napoléon commençait à s'empâter. Son gilet de casimir serrait un ventre déjà rond, il n'avait plus de cou, presque pas d'épaule. Son regard détaché ne s'enflammait que sous la colère. Ce jour-là, il était maussade, la bouche pincée. Quand il avait eu la certitude que l'Autriche s'armait contre lui, il était rentré en 5 jours de Valladolid à Saint-Cloud, crevant au galop on ne sait combien de chevaux. Lui qui dormait alors 10 heures par nuit et 2 heures dans son bain, grâce à ses revers en Espagne et à cette nouvelle équipée, il retrouvait d'un coup son endurance et sa force. Berthier était à son tour descendu de la berline et rejoignait Napoléon, assis sur la souche d'un rouvre abattu. Les deux hommes mesuraient à peu près la même taille et portaient le même chapeau. De loin, on risquait de les confondre. Mais le major général avait des cheveux épais et frisés, un gros visage moins régulier. Ils regardaient ensemble le Danube. « Sire, dit Berthier qui se rongeait les ongles, l'endroit semble bien choisi. »« Sur la carta militare est évidente » répondit l'empereur en se bourrant le nez de tabac. « Reste à sonder la profondeur par des nacelles. Votre affaire. » À mesurer la vigueur du courant, votre affaire. L'affaire de Berthier, comme d'habitude, était d'obéir. Fidèle, exemplaire, il exécutait les intuitions de son maître, ce qui lui conférait un énorme pouvoir, des dévouements intéressés et pas mal de jalousie. En phase 2, le Danube se divisait en plusieurs bras qui en ralentissaient le courant, avec des îles couvertes de prairies, de broussailles, de bois de chênes chevelus, d'ormes et de saules. Entre la berge et l'île Lobo, la plus vaste, un îlot pourrait servir d'appui au pont qu'on allait construire. Au-delà du fleuve, au débouché de la Lobo, on devinait une petite plaine jusqu'au village d'Aspern et d'Essling, dont on apercevait les clochers pointus parmi les bouquets d'arbres. Ensuite, une plaine immense aux moissons encore vertes, arrosée par un ruisseau à sec au mois de mai, et au fond, à gauche, les hauteurs boisées du Bisenberg, où s'étaient repliées les troupes autrichiennes après avoir brûlé les ponts. Les ponts. 4 ans plus tôt, l'empereur était entré dans Vienne en sauveur. Les habitants couraient au-devant de son armée. Cette fois, arrivé dans les faubourgs mal protégés, il avait dû assiéger la ville pendant 3 jours et même la bombarder avant que la garnison se retire. Une première tentative de traverser le Danube venait d'échouer près du pont de Spitz, détruit. 500 voltigeurs de la division Saint-Hilaire avaient pris pied sur l'île de Schwarzenlaken, dirigée par les chefs de bataillon Rateau et Pou, mais sans ordre précis, sans coordination. Ils avaient négligé de poster des hommes en réserve dans une grande maison qui pouvait protéger comme un fortin le débarquement des autres. La moitié de ces hommes avaient été tués,
les autres blessés ou pris par l'avant-garde ennemie postée sur la rive gauche qui chaque matin jouait l'hymne autrichien de M. Hyde pour remuer les habitants de Vienne. Maintenant, l'empereur commandait en personne. Il entendait détruire l'armée de l'archiduc Charles, déjà forte, avant qu'elle ne réussisse à s'allier à celle de l'archiduc Jean, qui arrivait d'Italie à marche forcée. Pour cela, à l'ouest, l'empereur avait posté en vigie Davout et ses cavaliers. Il observait après le fleuve cette interminable plaine de Marchfeld qui montait à l'horizon vers le plateau de Wagram. Un simple adjudant, mal boutonné, la moustache blanche en croc, l'appela d'une voix grondante sans même se ranger au garde à vous. « Tu m'as oublié, mon empereur! Et ma médaille !»« Quelle médaille ?» demanda Napoléon en souriant, pour la première fois depuis 8 jours. « Ma croix d'officier de la Légion d'honneur, tiens, je la mérite depuis toujours. »« Si longtemps ?»« Rivoli, Saint-Jean d'Acre, Austerlitz, Eylau !» Berthier, le major général avec son crayon, nota le nom du nouveau promu, le soldat Roussillon. Mais il avait à peine terminé que l'empereur se leva en jetant la hachette avec laquelle il tailladait depuis quelques instants le tronc d'arbre. « Andiamo. À la fin de la semaine, je veux un pont. Disposer des brigades de cavalerie légère dans ce village, là, derrière. »« Ebersdorf, » dit Berthier, en vérifiant sur sa carte. « Bredorf, si vous voulez. Et 3 divisions de cuirassiers. Commencez tout de suite. » L'empereur ne donnait plus jamais un ordre ou une réprimande de façon directe. Cela passait par Berthier, qui, avant de monter dans la berline, fit un signe à l'un de ses aides de camp en costume d'opéra. Le jeune voyait ça avec monsieur le duc de Rivoli. « Bien, monseigneur, » répondit l'officier. Un jeune colonel du génie, brun de peau et de poil, avec une cicatrice émouvante comme une rayure sur la gauche du front. Le jeune grimpa sur son cheval arabe, ajusta sa ceinture de soie noire et or, ôta une poussière sur son dolman de fourrure et regarda partir la voiture impériale avec son escorte. Il s'attarda. En professionnel, il étudiait le Danube et ses îles battues par le courant. Il avait déjà participé à la construction de ponts de bateaux sur le Pô, avec des madriers, des ancres, des trains de bois, malgré des pluies violentes. Mais comment prendre appui dans ces eaux jaunes qui moussaient en tourbillons? Le grand bras du fleuve longeait l'île Lobo par le sud, et vers l'autre rive, qu'il fallait atteindre, il soupçonnait des terres marécageuses, des bourbiers que, selon son niveau, le fleuve laissait apparaître sous forme de langues de sable. Il tourna son cheval trop nerveux dans la direction de Vienne. Non loin du village d'Ebersdorf, il avisa l'anse protégée d'un ruisseau où l'on rangerait à flot des pontons et des barques. Après ce bosquet, on entasserait à couvert des charpentes, des chaînes, des pilotis, des poutrelles, tout un chantier caché. Puis le jeune se dirigea sans tarder vers les faubourgs où campait le duc de Rivoli, un sabreur que Napoléon nommait « mon cousin », avide, sans loi, fort en gueule, mais stratège impeccable, dont l'infanterie entraînée par ce fou furieux d'Augereau s'était autrefois illustrée en franchissant le pont d'Arcole, c'était Masséna. Les armées de Lannes, avec 3 divisions de cuirassiers, cantonnaient dans la vieille ville. Celle de Masséna avait pris position contre les faubourgs en rase campagne, où le maréchal s'était réservé un petit château d'été au clocheton baroque, abandonné par des nobles viennois qui avaient dû gagner une province plus sûre ou le camp de l'archiduc Charles. Quand il entra dans la cour d'honneur, le jeune n'eut aucun besoin de se présenter puisque seuls les aides de camp de Berthier avaient le droit de porter des pantalons rouges qui leur servaient de laissez-passer. Ils apportaient toujours des directives de l'état-major, c'est-à-dire de Napoléon lui-même. Cela n'empêchait pas les Troufions de considérer ces privilégiés sans sympathie, et le dragon auquel le jeune confia son cheval de luxe lorgna avec envie les fontes et la selle dorée. Tout autour, des hommes débraillés avaient sorti sur le pavé des cathèdres et les chaises en tapisserie des salles du rez-de-chaussée. Quelques-uns, comme des corsaires, tiraient sur de longues pipes fines en terre. Ils se pavanaient devant des bivouacs dont ils alimentaient le feu de marqueteries d'ébène arrachées et de violons. Certains buvaient du vin à même le tonneau avec des pailles et ils se donnaient des bourrades en riant, jurant, se crachant dessus. D'autres coursaient une bande d'oies braillardes, ils essayaient de leur trancher le cou à la volée, de leurs sabres, pour les rôtir sans même les vider, et les plumes blanches volaient qu'ils se lançaient au visage par poignées comme des gosses. Dans les bâtiments, des soudards avaient lacéré par jeu des portraits de famille. La toile des tableaux pendait en lanière lamentable. Avant l'escalier de marbre, un artilleur,